J'appelle tout de suite Caroline qui est déjà là, Caroline Blanc-Rousier qui est vice-présidente du comité maladies rares du LEM, Jean-Philippe Plançon qui est administrateur d'Alliance maladies rares, Jean-Louis Mandel qui est déjà là, donc je ne le présente pas, Éric Achula qui est service de médecine interne et d'immunologie clinique à l'hôpital Claude Durier à Lille, Christine Bonnemer qui est coordonnatrice de l'ERM Skin à la PHP. On a Pierre Espinosa, qui représente la Société française de santé digitale, dont je salue au passage mon amie et présidente Nathalie. Et on a également Nazir Maloui, qui est de l'hôpital Necker Enfants Malades, de l'unité de médecine d'immunologie. Très bonne table ronde sur les influences de la digitalisation. Merci beaucoup, Olivier. Ça marche ? Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. OK. Donc, on y va. On a 1 heure devant nous donc, pour discuter de cet enjeu du numérique. Est-il une chance pour les maladies rares ? Alors, c'est vrai que le numérique est partout désormais et de plus en plus au cœur du système de santé. Donc, son déploiement induit des bouleversements majeurs dans la prise en charge des patients, également dans la recherche, c'est le thème aujourd'hui. Également dans l'organisation des services en santé et bien sûr l'évolution des métiers. Donc nous avons souhaité aborder l'ensemble de ces enjeux au travers d'exemples très précis et donc avec 3 phases, on va dire. Une première sous l'angle de la culture participative. C'est aussi l'occasion de repenser plus efficacement les soins, de redéfinir simultanément la place de chacun, et notamment du patient, au cœur de son parcours santé. Et nous entendrons plusieurs témoignages à ce sujet, notamment celui de Jean-Louis Mandel, qui est à l'initiative d'un très beau projet, de Nizar Malaloui sur la suite Necker. Et puis nous entendrons également Jean-Philippe Plançon, qui nous donnera le point de vue de l'association des patients et de l'Alliance en la matière. La seconde partie évoquera davantage la mutation des pratiques professionnelles avec la présentation de 2 outils, les IRCP et le CPMS, avec respectivement Éric Achula et Christine Bonnemer. Enfin, je dois remercier très sincèrement Pierre Espinosa, qui, au dernier moment, en fait, a pu remplacer Christine Balaguet, qui avait un contretemps. Et donc, on aura un échange avec lui au sujet de la confiance. Il est membre de la Société française de santé digitale et connaît parfaitement le sujet. Encore merci. Sans plus attendre, Jean-Louis, je vais vous laisser la parole sur le projet Génida. Voilà, donc merci. Alors, j'ai promis finalement de ne pas passer mes slides, sauf la première quand même, parce que j'en ai déjà peut-être passé un peu trop ce matin. Voilà, donc le problème de départ, moi je m'intéresse depuis très longtemps à la déficience intellectuelle. Alors, la déficience intellectuelle, c'est quelque chose qui n'est pas rare du tout, puisque c'est entre 1,5 à 2% des enfants ou jeunes adultes, parce que c'est pour ne pas mélanger avec les histoires de neurodégénérescence plus tardive, mais donc 1,5% environ, et ça peut s'accompagner d'autisme, d'épilepsie et d'autres comorbidités. Et je dirais, grâce au séquençage à haut débit, on s'était aperçu, maintenant on est à peu près que 50 à 60% des patients avec déficience intellectuelle, en fait, c'est des maladies monogéniques ou liées à des copy number variants, des CNV récurrentes. Donc, en fait, ça fait plus de 800 et peut-être même 1000 maladies rares, différentes, puisque c'est des gènes différents ou des CNV différentes, donc c'est des maladies rares différentes. Il s'en décrit à peu près, je dirais, 1 à 2 par mois de plus au minimum. On continue à trouver des nouveaux gènes de déficience intellectuelle. Le problème, c'est que pour une maladie rare, qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est non seulement l'état du patient autant T tel qu'il est publié dans les 1 ou 2 premières publications sur 5 à 10 malades, mais quelle va être l'évolution?
quelle va être l'évolution des acquisitions cognitives, puisqu'il s'agit de... il ne parle pas à l'âge de 4 ans, mais est-ce qu'il va finalement commencer à parler à l'âge de 6 ou 8, par exemple? Est-ce qu'il y a des comorbidités spécifiques? Quel est l'effet de ces comorbidités ou des déficits comportementaux, etc., sur la qualité de vie du patient et de la famille? Et puis, comme il y a extrêmement rarement des traitements spécifiques, par contre, s'il y a des manifestations comportementales d'épilepsie, on va donner des médicaments symptomatiques. Et la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas, dans certains cas, des médicaments symptomatiques qui interagissent pour une de ces maladies avec la voie de signalisation qui est affectée par le défaut génétique. Est-ce que, voilà. Et il y a au moins un exemple que je connais pour la maladie de Prader-Willi, où, grâce aux discussions que j'ai eues avec l'association, j'ai appris qu'il y avait une hypersensibilité aux benzodiazépines, et avec des événements apparemment catastrophiques, mais qui étaient survenus en vie réelle, hors d'un cadre académique, et donc il n'y a aucune publication sur cette sensibilité aux benzodiazépines. Par contre, le ministère de la Santé a accepté que dans la carte d'urgence pour les patients avec Prader-Willi, il y est marqué en rouge « contre-indication formelle à l'utilisation des benzodiazépines ». Donc aucune publication, mais des données suffisamment convaincantes, au moins pour le ministère de la Santé, pour que ça figure sur cette fiche officielle. Et donc, on se dit, bon, ben voilà, donc il va falloir faire des cohortes, des bases de données. Qui va rentrer les données? Les médecins, au bout d'une longue journée de consultation, ils n'ont pas envie de passer 2 ou 3 heures en plus à rentrer des données. Et puis, surtout, dans le domaine de la déficience intellectuelle, une fois le diagnostic fait, et sauf s'il y a une épilepsie vraiment terrible, ils ne sont plus suivis en milieu académique. Ils sont suivis en milieu par le médecin généraliste, éventuellement un neurologue de ville pour l'épilepsie s'il y en a, mais ils ne sont plus suivis en milieu académique par des gens qui publient. Donc ces données-là, on ne les connaît pas. Et donc ce que je lui dis, c'est que ceux qui ont le temps et la motivation pour renseigner ces données, c'est les parents. Donc ce qu'on a fait, avec un peu de difficulté au départ, parce qu'il fallait quand même un petit peu d'argent pour trouver des sous, parce que ce n'est qu'au bout de la 5e demande qu'on a fini par trouver des sous, et à être l'un des projets radicaux, l'une des 13 cohortes radicaux. La seule qui est différente, c'est le petit canard gris ou le cygne noir, je ne sais pas. Donc un projet où les parents d'enfants pour lesquels il y a eu un diagnostic génétique qui dit que l'enfant ou le frère ou la sœur éventuellement a une déficience intellectuelle liée à une mutation dans le gène untel ou à une CNV 16p11.2 par exemple, etc., peuvent s'inscrire, il y a une feuille de consentement, sur un site web sécurisé de l'Université de Strasbourg, où ils vont répondre à une quarantaine de QCM déroulantes qui explorent, je dirais, à peu près toutes les dysfonctions possibles. Est-ce qu'il y a des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux, est-ce qu'il y a des problèmes comportementaux? Et elles sont déroulantes dans le sens que si ils disent qu'il n'y a pas de problème rénal, il n'y a pas de sous-question. S'il y a un problème rénal, on va aller un peu plus loin, pas dans l'extrême détail, mais enfin, on va aller, s'il y a un problème cardiaque, on va aller, etc. Sur les problèmes comportementaux, on va demander, par exemple, quel type de problème et aussi une évaluation de l'importance du problème. Est-ce que c'est quelque chose qui est très disruptif, qui est vraiment un problème majeur, un problème modéré ou un problème mineur? Parce que quelquefois, vous avez dans des publications, c'est la même chose pour l'épilepsie, est-ce que c'est un problème mineur, un problème majeur, etc. Je pourrais montrer des dias, mais je ne vais peut-être pas le faire. Donc, une quarantaine de questions déroulantes, et puis à chaque fois,
dans ces questions, on leur laisse la possibilité, si parmi les sous-questions, par exemple, il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'ils voudraient dire, ils ont la possibilité de mettre en open text ce qu'ils veulent dire, et effectivement, on a repêché comme ça des choses. Et il y a 5 questions ouvertes sur ce qui affecte la qualité de vie le plus. Donc ça, c'est la perception par les parents de ce qui est pour eux perçu comme voilà, le plus important, sur les aspects comportementaux, sur les aspects médicaux, je veux dire, est-ce qu'il y a eu des événements médicaux qui ont vraiment été majeurs, et sur l'aspect effet adverse de médicaments. Les questionnaires sont en 5 langues pour le moment, et donc les gens répondent dans leur propre langue. Donc, à l'heure actuelle, on a 750 ou 760 dossiers remplis. Alors, ils ne sont pas toujours remplis à 100%, parce qu'on a voulu faire un truc où les gens n'hésitent pas à remplir, parce que c'est quand vous êtes devant un truc où tout d'un coup on vous dit vous ne pouvez pas aller plus loin parce que vous n'avez pas répondu à telle question, il faut remonter à quoi j'ai pas répondu. Donc ils ont la liberté, il y a certaines questions obligatoires, mais pour le reste, s'ils décident de ne pas répondre, c'est un peu dommage, mais donc on n'a pas toujours 100% de réponse. Et alors, qu'est-ce que ça nous a permis de faire? Je vais quand même montrer une dia, allez, parce que... alors, voilà, je passe, ça c'est... Voilà, alors, très international, 34% de patients français, 27% USA, UK 14%, Netherlands 4,7%, on a été très aidés. Et nos 750 patients, on a notamment 2 cohortes majeures pour des maladies en principe très rares, le syndrome de Coelen-de-Vries et le syndrome de Kleefstra, où on a près de 200 patients pour Coelen-de-Vries et plus de 100 patients pour Kleefstra. Alors comment ça se fait? C'est parce que à Nijmegen, ils ont été très intéressés par notre projet. Et à Nijmegen, il y a David Cullen qui a découvert le gène enfin la CNV de Coelen-de-Vries syndrome, et Titske Kleefstra qui a découvert le Kleefstra syndrome. Ils sont très proches des associations de patients internationalement. Ils ont dit Génida, c'est un bon truc, remplissez. À chaque fois qu'ils sont quelque part, ils disent voilà. Et d'ailleurs, on voit de temps en temps, quand il y a eu une réunion de l'association américaine, tout d'un coup, le nombre de gens qui se sont inscrits augmente, etc. Et donc, avec ça, on peut commencer à faire des statistiques. Et là, c'est probablement illisible, mais ça, c'est généré automatiquement pour les QCM. On génère automatiquement online les résultats. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'overview, c'est la proportion de gens qui ont une déficience intellectuelle, qui ont des problèmes, là, moi, j'arrive pas à lire, mais des problèmes cardiaques, feeding problems, respiratoires, des problèmes de comportement, des problèmes visuels, etc. Et puis, ici, par exemple, sur le comportement, vous voyez, pour les 2 grandes cohortes, Kleefstra et Coelen-de-Vries, on a quel type de problème et, de nouveau, la perception de quelle est la sévérité des problèmes. Donc, par exemple, ici, vous voyez que comportement répétitif stéréotype est très important, déficit d'attention aussi, l'agressivité, un peu pour Kleefstra, très peu pour Coelen-de-Vries. Donc vous avez comme ça une vision de ce qui est, pour l'épilepsie, le type d'épilepsie. Est-ce que c'est des épilepsies qu'ils estiment, c'est la perception des parents, un problème majeur, modéré ou pas? Est-ce qu'elles nécessitent une médication constante? Et vous voyez qu'il y a 20% qui ont répondu qu'ils ont pu arrêter. 4 parents ont reporté pharmacorésistance. Et puis, ils ont commencé à décrire, alors ça de manière open text, des effets adverses de médicaments. Et on a suivi ça, on leur a envoyé un mail pour avoir plus de détails. Et vous voyez, par exemple, voilà les descriptions, où ils disent, voilà, avec tel médicament, elle a pris 10 kilos, où elle est devenue très agitée, donc on a changé de médicament,
etc. Puis finalement, le troisième, il y en a une. Voilà, le Keppra, ça n'a pas marché. Le clobazam, ça n'a pas marché parce qu'elle a massive weight increase. Et Zonegran doing great. Donc on a ces données. Alors effectivement, comment en faire une statistique? Donc on a reposé la question quels médicaments étaient pris. Et on peut commencer à avoir des statistiques sur, en tout cas, les médicaments qui sont les plus utilisés, Keppra et Dépakine, et la perception de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, d'éventuels effets. Alors, c'est vrai que c'est peut-être en partie biaisé, il y a ceux qui ont répondu, il y a ceux qui n'ont pas répondu, mais je dirais, ça compense l'absence. Il n'y a pas d'autres données dans la littérature sur quels médicaments sont en général pris, et parce que, donc, voilà. Donc, c'est un exemple. Et puis alors, une des choses qu'on a trouvées qui était tout à fait inattendue, puisque même David Cullen, le grand spécialiste, ne l'avait pas su, c'est qu'on a eu des patients qui, parmi les problèmes, c'est reoccurring pneumonia, repeated pneumonia, bacterial and viral pneumonia, pneumonie asthme, pneumonia until approximately 10 years old. C'est à peu près 20 à 25% des parents qui reportent ces pneumonies récurrentes, probablement jusqu'à l'adolescence. Après, ça a l'air de s'améliorer. On ne sait pas encore exactement pourquoi, mais je pense que ça, c'était quelque chose qui n'existait dans aucune publication sur le syndrome de Cullen-de-Vries. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose. Alors, il faut toujours faire de la pub sur Facebook, auprès des associations pour qu'on ait de plus en plus de recrutement. 750, c'est pas mal, mais si on est à 1000 maladies, 750, ça veut dire qu'en moyenne, c'est 0,7 par maladie. Et comme on a pour 2 maladies, ça fait 300. Donc ça veut dire qu'on a encore beaucoup de travail. Mais de temps en temps, on a des jeunes, par exemple à Lille, un jeune généticien qui s'est intéressé à un syndrome, et on a une vingtaine de cas déjà, donc ça bouge. Et puis, c'est quelque chose qui peut être appliqué à d'autres pathologies. Et donc, on est en train de réfléchir à un génodent, puisqu'on a un centre de référence sur les maladies génétiques dentaires, ou les maladies rares dentaires, mais qui dit dentaire dit que souvent il y a autre chose. Donc la question des comorbidités, la porte d'entrée est dentaire, mais quels sont les corps d'unité? Est-ce que c'est du rénal, etc. Et peut-être aussi sur les ciliopathies avec Hélène Dollfus. Voilà, alors ça a été, c'est une cohorte Radico. Radico nous a beaucoup aidé pour la soumission à la CNIL et au comité d'éthique INSERM. Donc ça a été très utile, parce que, alors on entendait à la session d'avant, oui, j'ai fini, session d'avant, que effectivement le problème d'un projet international, c'est qu'il faut faire des demandes éthiques dans chaque pays. Or là, finalement, ce qu'on fait, c'est on a l'éthique pour la France, et puis comme c'est les parents eux-mêmes qui décident, c'est jamais le médecin qui rentre les données, parce que là, il faudrait qu'il ait l'accord du patient, et donc ça impliquerait dans chaque pays qu'il y ait un accord. Donc là, c'est les patients qui donnent, et pour le moment, on ne nous a pas mis en prison et on ne nous a pas interdit. Donc je pense que c'est vraiment un modèle efficace et participatif. Merci beaucoup, Jean-Louis, pour ce très bel exemple. La prise en charge digitalisée permet-elle de repenser le parcours des patients? Et donc là, je vais laisser la parole à Nizar Malawi. Nizar? Je demandais à mon voisin de me minuter. Parce que moi aussi, je vais déborder, c'est possible. Dans la salle. Un minuteur là, il y a quelqu'un, très bien. Bon, écoutez, quand même d'abord, bonsoir à tous, et merci aux organisateurs de cette excellente table ronde de m'avoir proposé d'intervenir. Alors, je vais vous parler là de la version application mobile et tablette. Alors, je peux peut-être passer, j'ai quelques diapos, mais pendant que je parle, c'est juste pour illustrer un peu le propos d'un programme sur la transition des adolescents et jeunes adultes, qui est un programme collectif de l'hôpital Necker que j'ai l'honneur de porter au nom de vraiment toute la communauté de l'hôpital. Globalement, il est maintenant de plus en plus évident que la santé digitale
prend une place de plus en plus importante. Alors voilà, j'ai mis un petit cartoon un peu sympa. Clairement, la génération des jeunes patients est pleinement dedans dans le quotidien et la santé en fait partie. Alors, la transition, c'est le passage de la pédiatrie, enfin de la médecine pédiatrique à la médecine pour adultes, et ça se fait en général, c'est sur une période qui va globalement de 13-14 ans pour commencer à en parler, à 21, 22, 23 ans après le transfert en médecine adulte, le transfert étant lui-même le passage de témoin, c'est-à-dire la première consultation en médecine adulte. Et pourquoi on vous en parle aujourd'hui et pourquoi on a développé ça? Parce qu'en fait, il y a un vrai enjeu de santé individuelle et de santé publique, et aussi un enjeu de médico-économique. Il y a probablement plus d'1 million de jeunes de 15 à 25 ans qui ont une maladie chronique, rare ou non rare. 2 tiers d'entre eux ont des problèmes d'observance thérapeutique. Et il y a clairement un hiatus pour ces jeunes qui sont suivis parfois depuis la naissance en médecine pédiatrique lors du passage en médecine adulte. Et j'ai l'habitude de dire à mes collègues qui travaillent en médecine adulte qu'à maladie identique, la façon dont on prend en charge un patient, par exemple de 18 ou 19 ans ou 20 ans, qui vient pour la première fois à la consultation de médecine adulte parce qu'il vient d'être découvert avec cette pathologie, n'est pas du tout la même qu'un 18, 19 ou 20 ans qui a, lui, un parcours de soins et de soins qui est parfois de 15, 10, voire même 15 ans, 18 ans, parfois même depuis la naissance. Donc il y a vraiment une façon d'aborder les choses assez différente. Et on a monté un programme avec un lieu physique qui s'appelle La Suite Necker. Donc tout ça, on l'a co-construit avec les jeunes patients, avec les associations de patients aussi, et tous les corps de métier de l'hôpital. Et là, c'est la version, c'est le prolongement de santé digitale et mobile. Alors, c'est une application qui se présente comme suit et qui permet, dont l'objectif, c'est très simple, ça tient en un mot, c'est d'aider les jeunes à s'autonomiser dans leur prise en charge. Parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont gérées par les parents, et puis quand ils arrivent à 18 ou 19 ans et qu'ils doivent aller en médecine adulte, eh bien, ils se retrouvent à devoir être sollicités pour plein de choses. Ils n'avaient pas forcément l'habitude de le faire parce que papa ou maman était là. Et que nous, en pédiatrie, on n'a peut-être pas forcément pris conscience qu'il fallait les autonomiser. Donc ça, ils peuvent commencer à l'utiliser dès l'âge de 13-14 ans. On a aussi construit tout ça avec eux, on a écouté beaucoup leurs conseils. Et donc, il y a plusieurs modules. Il y a mon équipe, alors on appelait ça ma team. Donc, ils peuvent se prendre en selfie avec leur médecin ou leur kiné ou leur infirmière favorite. Il n'y a pas besoin de signer un accord mais il faut quand même, voilà, c'est possible. Du côté pédiatrique et du côté adulte. Après, il y a mes rendez-vous. Donc, tout ça est connecté sur leur calendrier, le calendrier de leur téléphone. Donc, rendez-vous de consultation, de bilan sanguin, d'imagerie, etc. Les notes, puisque régulièrement, je crois que ça nous arrive à tous, on part à la consultation en se disant « Zut, j'ai oublié le petit post-it sur lequel j'avais écrit qu'il ne fallait surtout pas que j'oublie de dire ça au médecin ». Donc là, au moins, il y a le téléphone qui permet d'avoir ces informations-là. Et vous voyez, par exemple, ça peut être, sur les rendez-vous, ou bien il y a un menu déroulant que vous ne voyez pas là, mais je suis sûr que vous êtes déjà tous en train de télécharger l'application, du reste, qui est gratuite. C'est sur les médicaments, et notamment les effets secondaires dont M. Mandel parlait. Il y a la possibilité de signaler cela, etc. Alors, M. Mandel a parlé de la carte de soins et d'urgence qui a évolué récemment avec les filières et qui est maintenant sur un format papier plus pratique, format type carte bancaire. Et là, alors ça ne la remplace pas, mais sur ce que vous voyez à gauche, qui est le passeport santé, ça reprend un certain nombre des éléments de la carte de soins et d'urgence avec qui contacter en cas d'urgence, quoi faire ou ne pas faire en cas d'urgence, et puis ne serait-ce que parfois noter quel est le nom de la maladie, parce qu'il y a un certain nombre de jeunes quand j'interroge en consultation et qui disent je ne sais pas ce que j'ai, mais je viens quand même vous voir parce que vous êtes gentil, et ils vont faire 600 km dans la journée quand même pour une consultation d'une demi-heure, donc c'est bien qu'ils, quand même, la fois d'après, ils sachent pourquoi ils viennent. Donc ça aide un peu. Et télémédecine, ça peut aider aussi. Je suis sûr que vous nous donnerez des arguments positifs pour ça, et je suis favorable. Alors, mon traitement. Alors, le traitement, c'est toujours un peu compliqué pour pas mal de jeunes patients. Donc, ils peuvent mettre un certain nombre de choses, vous voyez, donc prendre en photo le médicament,
Ils peuvent noter le nom du médicament s'ils veulent, mais s'ils ne veulent pas, hop, ils prennent la boîte en photo. Les horaires, ils peuvent mettre des alertes, par exemple tous les matins à 8h ou 2 fois par jour, 8h, 20h, etc. Donc il y a une alerte qui se met. Et puis il y a tout un tas de médicaments, y compris les aérosols, y compris les crèmes, etc. Là, alors on parle d'adolescents, donc il y a quand même un volet sur qu'on a appelé aide et conseil avec tout ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles, les toxicomanies, etc. Avec tout un tas de sites internet qui ont pignon sur rue et qui peuvent éventuellement les intéresser. Et puis en bas à gauche, il y a les tutos. Alors les tutos, on a fait des sketchs avec des youtubeurs et des youtubeuses que, étant trop vieux, moi je les connaissais pas, mais je peux vous dire qu'ils ont fait, il y avait une meute de jeunes devant la suite quand on a tourné ça. Et vous pouvez y aller. Il y a une chaîne YouTube. Là, c'est juste illustratif, mais il y a plein de choses. Alors il y a des trucs plutôt rigolos. Comment prendre un rendez-vous pour la première fois en médecine adulte, vous allez voir, c'est très très drôle. Et même, alors un truc hyper barbant, c'est comment se faire prescrire correctement un bon de transport. Eh bien, c'est très très drôle, notamment, il vous propose de venir en jet privé si vous voulez. Donc c'est assez drôle. Donc voilà, je vais passer juste en revue tout ça. Et il y a tous les intervenants aussi dans l'espace physique, psychologues, socio-esthéticiennes, médecins, et également un petit film bien sûr sur l'application qui est ici. Donc là, c'est l'évolution, et je vois que j'ai 10 secondes. Ça, c'est une game jam. Alors une game jam, c'est globalement, on réunit des patients, alors là, c'est des patients atteints de mucoviscidose, des professionnels de santé et des jeunes patients. Et l'idée, c'est du samedi matin au dimanche soir. C'est quand même un peu comme un hackathon, mais il n'y a pas de speed dating là, dans une game jam. Tout le monde se connaît déjà. On travaille sur des solutions digitales qui répondent aux besoins exprimés par les jeunes. Et donc, on a accueilli ça à la suite. Et aujourd'hui, vous avez combien de personnes qui l'utilisent ? Excusez-moi, l'application ? Vous avez combien de personnes ? Alors, elle est sortie en janvier de cette année. Donc on a un peu moins d'un an maintenant. Il y a 1 millier de téléchargements de l'application qui a commencé. Et puis moi, je commence à avoir, du coup, comme on voit les patients tous les 6 mois, je commence à avoir des patients qui reviennent me voir en consultation et bon, je les ai un petit peu, j'aurais franchement suggéré de télécharger l'application et de me donner un feedback. Et le feedback est très positif. J'ai quelques idées, enfin ils m'ont proposé quelques idées pour la V2 à suivre. Alors c'est stocké en local parce que les jeunes, quand on leur a proposé ce projet-là, nous ont dit on veut surtout pas avoir nos données qui soient transmises, voire même ils ont dit on ne veut pas être fliqués, c'est le mot qu'ils ont utilisé souvent. Donc on a respecté pour la V1 leur choix. Et puis donc je voulais juste mentionner quand même les partenaires, parce que M. Mandel l'a dit, il faut un peu quand même des ressources financières. Donc il y a l'hôpital, la PHP qui a financé ce programme physique et digital, et aussi notre partenaire de la Fondation des Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France, qui est notre partenaire majeur. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers vous maintenant, Jean-Philippe Lançon. Vous êtes représentant de l'Alliance Maladies Rares et nous sommes évidemment très intéressés par le point de vue de l'association sur ces évolutions. Merci. Alors, j'espère que vous n'allez pas être déçus en cette fin de journée. En tout cas, merci au comité d'organisation pour son invitation. Merci à l'organisation de cette table ronde. Alors, je vais rester assez neutre et aborder des questions qu'on a plus ou moins abordées déjà dans l'après-midi avant nos échanges. Mais voilà, les questions de la digitalisation sont évidemment désormais omniprésentes dans nos vies de tous les jours, et il n'y avait pas de raison que le champ de la santé, et en particulier celui des maladies rares, échappe à cette véritable technologie, cette véritable révolution technologique croissante. Et bien que nous observions parfois des effets contrastés de ce changement, nous nous positionnons, en tout cas, je me positionne résolument dans une perspective optimiste pour les malades, mais pour paraphraser Jaurès, pour lequel il ne peut y avoir de révolution que là où il y a conscience. Qu'en est-il vraiment de notre perception ? C'est mieux comme ça ? Ok, merci. Alors en quelques minutes, je vous propose d'aborder le sujet sous 3 angles distincts, complémentaires j'espère, assortis de quelques exemples. Donc le premier, la digitalisation pour mieux connaître le malade et sa maladie rare, les outils digitaux au service de l'autonomisation des patients, un enjeu fort pour nous, et la digitalisation en santé comme un impératif de co-construction. Alors mieux connaître le malade et sa maladie rare,
Comment fédérer les écosystèmes et bénéficier de la valeur ajoutée des informations? Alors, c'est un enjeu général ou généraliste, mais majeur. Et je reprendrai un exemple qui a déjà été évoqué tout à l'heure, qui est celui de la Banque nationale de données maladies rares, qui est un véritable outil de santé publique aujourd'hui, qui est destiné, vous l'avez entendu, notamment à renseigner le parcours patient. Et cette BNDMR me paraît assez emblématique des attentes que nous pouvons avoir en matière de gestion et d'utilisation des données, à la fois pour mieux comprendre le parcours de soins des personnes atteintes de maladies rares, depuis le délai diagnostique jusqu'à la prise en charge thérapeutique lorsqu'elle existe, en passant par les questions des files actives, de la répartition géographique. Alors je suis moi-même malade depuis atteint d'une maladie rare depuis une vingtaine d'années. Je suis toujours frappé quand je discute avec des gens qui me connaissent, qui me disent « mais combien de malades êtes-vous » Je ne sais pas. Alors au fil du temps, je me suis raconté une histoire, mais je ne suis pas sûr que cette histoire soit juste. Et j'espère vraiment que de cette BNDMR, d'obtenir progressivement des données qui soient, pour toutes les maladies rares bien entendu, de plus en plus fines et de plus en plus fiables. Au-delà de la BNDMR, la loi de modernisation du système de santé de 2016 nous a offert, avec le système national de données de santé, le SNDS, dont on a rapidement entendu parler tout à l'heure, de nouvelles possibilités qui sont peut-être aujourd'hui insuffisamment explorées, mais c'est un peu récent, il est vrai, des possibilités d'appariement entre les différentes bases de données et qui nous laissent, à nous patients, entrevoir de vastes possibilités, notamment dans le domaine de la recherche transnationale, dans le domaine épidémiologique, j'en ai dit un mot, et évidemment en sciences humaines et sociales, domaine crucial s'il en est. Donc voilà, ces thèmes suscitent une véritable attente de la part des malades, dont finalement aujourd'hui nous n'avons qu'une vue trop fragmentée et des données souvent ou parfois éparses, mais les choses vont changer et les choses sont en train de changer. De la même manière, le dossier médical partagé présente une avancée réelle, je le crois, dans le cadre d'une prise en charge en particulier en service d'urgence, puisque, vous le savez peut-être, certaines pathologies rares nécessitent des connaissances très spécifiques ou des précautions thérapeutiques auxquelles les professionnels de santé n'auront peut-être jamais été confrontés ou sensibilisés dans ces services. Et le DMP constitue alors une protection à la fois pour le malade, mais aussi pour l'équipe en charge des soins d'urgence, qui n'est pas négligeable. Mon deuxième point est celui des outils digitaux au service de l'autonomisation des patients. Et l'exemple de l'ETP est à cet égard intéressant, puisque nous connaissons tous les difficultés inhérentes à la mise en place des projets d'ETP dans les maladies rares, que ce soit lié à la difficulté de disponibilité des professionnels de santé, mais également à la mobilisation des malades, en particulier dans des maladies invalidantes, ou lorsque le domicile du patient est éloigné du lieu de dispensation des ateliers ETP. La notion d'ETP, à mon avis, est à cet égard intéressante, puisque sans totalement remplacer le face-à-face, ni occulter les phases, pour ceux qui font un peu d'ETP, les phases indispensables d'individualisation, puisqu'on ne prodigue pas de l'ETP comme on prodigue un enseignement cathédral, eh bien, cet ETP constitue aujourd'hui une piste prometteuse pour toucher un maximum de patients dans un cadre que nous savons, que nous connaissons extrêmement contraint. D'ailleurs, le dernier appel à projet de la DGOS sur la production de programmes d'ETP dans les maladies rares témoigne de l'intérêt croissant de la collectivité sur ce sujet, ce qui est pour nous une bonne nouvelle. Et puis, vous le savez, il existe déjà de nombreux outils de e-formation, de e-learning, de webinars. Vous êtes nombreux ici à contribuer à des projets internationaux ou des projets qui nécessitent de rapprocher les matières grises et les bonnes volontés, et tous les outils de e-formation, e-learning y contribuent. Voilà, par exemple, aujourd'hui, il est tout à fait possible de mettre en place des séances d'activité physique adaptées à distance, sous supervision médicale, en partenariat avec des professionnels qualifiés, en particulier de la filière STAPS, et c'est particulièrement intéressant pour les patients. Le recueil de données en vie réelle, on en parle depuis tout à l'heure, et je crois que c'est probablement une partie de ce qui nous liera encore plus les uns les autres, puisque ce recueil constitue aujourd'hui un élément fondamental
totalement complémentaire du gold standard que vous connaissez, que sont les essais randomisés contrôlés. Et en particulier lorsqu'il va s'agir d'évaluer l'efficacité d'un traitement dans des conditions habituelles d'utilisation en pratique courante, ou encore pour les malades qui souhaitent mettre en place telle ou telle caractéristique d'une population pour laquelle les données n'auront pas été recueillies, ou alors non exploitées, voire fragmentées, bien que signifiantes pour les malades. Et M. Mandel, vous évoquiez un projet qui me semble à cet égard particulièrement pertinent. Dernier point, un impératif de co-construction. Voilà, l'ambition affichée de notre système de santé qui évolue vers une médecine à la fois personnalisée, participative, préventive et prédictive passe par la création de services et d'outils de e-santé suffisamment robustes, mais surtout utilisables par le plus grand nombre en pratique quotidienne. Certains outils, par exemple, permettent déjà d'assurer le suivi, l'encadrement d'un traitement à domicile dans certaines pathologies rares. D'autres, en cours de développement, offriront bientôt aux cliniciens un accompagnement précieux dans l'évaluation en routine d'un traitement, notamment en y intégrant très formellement la voix du malade. On en a dit un mot tout à l'heure, ce fameux Patient Reported Outcome, dont aujourd'hui il me semble que nous ne pouvons plus nous passer dans le cadre d'une évaluation pertinente. Voilà, on voit donc apparaître de multiples initiatives en santé numérique et leur pertinence, surtout si les patients eux-mêmes doivent s'approprier l'outil, est d'autant plus grande que les malades sont associés à son élaboration. Et il nous semble assez impensable, en tout cas à tout le moins risqué, de dépenser son temps et son argent dans des projets pour lesquels les experts de bonne foi pensent à la place d'eux. Donc voilà, la collaboration doit devenir la règle dans les outils développés par les secteurs à la fois publics et privés. Ceux-ci d'ailleurs s'imposent progressivement. Les acteurs associatifs deviennent eux-mêmes de plus en plus fréquemment soit des prescripteurs d'outils, soit des collaborateurs. Voilà, donc en substance, la digitalisation, c'est une opportunité résolument pour les malades. C'est une opportunité pour l'ensemble du système de santé, qui, en particulier pour les malades atteints de pathologies rares. Ça permettra, je le souhaite et j'en suis persuadé, d'améliorer à terme la prise en charge individuelle des malades. Et puis, la digitalisation est une opportunité pour toutes les parties prenantes. Je dis bien toutes les parties prenantes, que ce soit les malades, les industriels, les cliniciens, voilà, tous ceux qui concourent à l'amélioration à la fois du système de soins et de la prise en charge globale des malades. Merci. Merci beaucoup. Donc, on a vu ces outils qui sont développés à l'initiative de professionnels de santé vers les malades, les personnes malades, de façon à renforcer les interactions. J'aimerais maintenant que l'on se tourne davantage sur les outils faits pour les professionnels de santé, au service des patients, bien évidemment. Donc, ces nouvelles technologies dans la prise en charge des patients, est-ce des outils de déstabilisation des professionnels ou est-ce une chance pour les patients? Éric Achila, le premier. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, c'est une chance pour les patients d'avoir ces outils numériques et aussi une chance pour les médecins. Alors, les réunions de concertation pluridisciplinaires peuvent être des réunions physiques et nous les encourageons. Ces réunions physiques, ce sont des réunions des centres de compétences, ce sont des réunions des centres de référence. Mais lorsqu'il faut réunir dans la même salle un cardiologue, un pneumologue, un généticien, un pédiatre, un interniste, un rhumatologue, ça devient beaucoup plus compliqué. L'outil numérique le permet. Et nous avons pris la décision au sein de la filière FAI2R, à partir de mars 2017, de travailler sur l'utilisation d'un outil pour faire des réunions de concertation multidisciplinaires. Cet outil devait être un outil de santé qui était capable de stocker des données de santé, permettre de faire des webconférences et permettre aussi un accès facile dans tous les hôpitaux, ce qui n'est pas toujours facile avec les barrages mis au sein des hôpitaux pour accéder à des outils numériques. Et ça, c'était une barrière difficile à passer. On a trouvé un outil qui répondait à notre attente, qui était développé en Rhône-Alpes par l'ARS. Cet outil s'appelait CISRA, il s'appelle maintenant SARA. Et c'est cet outil que nous sommes appropriés et nous avons utilisé à partir de septembre 2017 et nous avons maintenant 2 ans d'expérience
à l'utilisation de cet outil. Nous avons souhaité faire des réunions de concertation pluridisciplinaires thématiques. Notre filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares comporte de très nombreuses maladies dans de très nombreux domaines différents. Et donc, semaine par semaine, on décline les pathologies et on revient en cycle du lupus au vascularite, aux maladies auto-inflammatoires, à la sclérodermie, aux maladies pédiatriques, myopathie inflammatoire avec le partenariat de la filière Filnemus. Et nous avons, bien comme il nous a été demandé, mis à profit cet outil pour les RCP génomiques du Whole Genome Sequencing et la filière IFA2R et pilote dans l'utilisation de cette plateforme. Et cet outil sert aussi à ces RCP génomiques. Et on va mettre en place en 2020 une RCP grossesse et maladies auto-immunes et auto-inflammatoires. Alors nous avons choisi une journée. Cette journée, c'est le mardi. Le mardi de 13h30 à 15h, tous les mardis. Alors, il a fallu s'adapter à cette date. On n'a pas choisi le mercredi parce que c'était le jour des enfants. Et donc, c'était compliqué pour les pédiatres de nous rejoindre. 13h30, 15h, parce que c'est un horaire qui convient aux Antilles et c'est un horaire qui convient à La Réunion, à peu près 8h30, 16h30. Nous avons, par thématique, identifier des spécialistes qui se réunissent donc dans la même salle numérique. Vous voyez que ça varie de 5 à 8 en fonction des thématiques, donc disciplines différentes, et on extrait ces experts d'un puits dans lequel on peut puiser les experts en fonction de leur disponibilité pour créer un planning sur 6 mois. Et on fait les plannings d'intervention des experts sur 6 mois, et il y a une RCP tout à l'heure qui a rassemblé chirurgiens, pédiatres, internistes, rhumatologues, cardiologues, pneumologues, et c'était pour la sclérodermie systémique. Une fiche est téléchargée par celui qui souhaite avoir un avis. Alors, il peut venir d'un centre de référence, il peut venir d'un centre de compétences, il peut venir d'un centre expert. L'avantage, donc, c'est de pouvoir offrir à n'importe qui en France qui suit un patient qui est atteint de maladies rares ou pour qui il souhaite avoir un avis diagnostique ou un avis thérapeutique. Et je pense que cet outil répond parfaitement à une des actions majeures du plan Maladies rares 3, qui est lutter contre l'errance, lutter contre les impasses diagnostiques, lutter aussi contre les errances ignorées. Et il y a bien des errances ignorées quand le diagnostic porté n'est pas le bon diagnostic. Et ces RCP ont pu rectifier quelques diagnostics mal posés et donc mettre fin à une errance ignorée pour un patient et mieux adapter le traitement. L'outil, c'est un outil donc numérique. Il vous suffit d'avoir un ordinateur portable, d'avoir votre ordinateur d'hôpital, et vous pouvez, sur un lien, directement vous connecter à la RCP, vous faire appeler sur votre téléphone. Il y a des numéros spéciaux pour l'étranger. J'ai déjà fait une RCP comme ça, j'ai piloté une RCP comme ça des États-Unis, et ça m'a coûté un téléphone local, un numéro local uniquement. On a donc accès à l'outil informatique. Celui qui présente le cas est devant son ordinateur hospitalier. On peut partager l'écran et on peut ainsi demander à celui qui présente le cas de présenter les scanners, l'anatomopathologie et de faire défiler à partir du PACS toute l'imagerie du patient. Et ça peut être partagé donc avec toutes les personnes qui interviennent dans cette RCP. Voilà un peu comment nous avons travaillé en 2018, 100 dossiers vus, en 2019 déjà 135. Vous voyez bien répartis sur le territoire, un peu aussi dans les Antilles et à La Réunion, avec un gros succès pour les maladies auto-inflammatoires. C'est celles qui posent le plus de problèmes, c'est celles pour lesquelles il y a le plus d'impasses et d'errances diagnostiques. Et l'ouverture avec le Whole Genome Sequencing va, je pense, vraiment démanteler ces pathologies qui sont suivies par les pédiatres, puis ensuite par les adultes. Nous avons utilisé cet outil comme un outil aussi de formation. Cet outil est validé pour la DPC, pour la formation professionnelle. Et nous avons toutes les semaines une série d'auditeurs libres qui viennent, qui se connectent, qui demandent un droit d'accès évidemment. N'importe qui ne peut pas rentrer dans la salle numérique de discussion de dossier. S'il est connu au préalable, on peut donner l'autorisation d'accéder à la salle numérique et ces personnes assistent aux discussions des experts, peuvent éventuellement poser des questions par chat pour continuer leur formation grâce à ces présentations de dossiers. Je dois dire que c'est très, 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 très didactique. J'y assiste très souvent, aussi volontiers en tant qu'auditeur libre, et j'y apprends beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette présentation et pour cet outil numérique que nous avons développé depuis 2 ans.
Merci beaucoup, Eric. Christine, sur un autre outil. Je m'approche parce que sinon je ne peux pas lire ce que je vais passer. Donc en fait, je vais vous parler de ce qui se passe au niveau des ERN. Il y a un... Bon, attendez, je reviens juste en arrière, excusez-moi. Voilà. Donc je vais vous parler de ce qui se passe au niveau des ERN. Et finalement, c'est au niveau européen, une organisation qui est assez similaire à celle que vient de vous exposer Eric au niveau national, de type RCP. Avec donc moi je fais partie, je coordonne le RN Skin, et vous voyez dans cette ERN qui n'est qu'un exemple, on a finalement 40 membres, 40 centres de référence ou affiliés comme au centre de référence qui viennent de 22 pays différents. Et comme vous le savez également, la finalité des ERN, c'est avant tout au niveau européen de regrouper les connaissances sur les maladies rares de manière à faire en sorte que l'expertise aille au malade plutôt que le malade se déplace pour aller dans un autre pays, trouver des solutions, des explications, là où chez lui, il n'y a pas eu une structuration, une organisation qui le permettait. Donc c'est vraiment centré sur le patient, c'est cet esprit, on va vers le malade, on se déplace dans la connaissance vers lui, plutôt que l'inverse. Et donc il fallait donc avoir aussi la possibilité, pour cette finalité, de développement de recommandations cliniques, de développement de programmes de recherche, de cohortes de patients bien caractérisés avec des registres, et puis régulièrement d'avis partagés, puisque c'est souvent complexe, ces maladies rares, souvent des non-diagnostiques, comme on en a parlé toute la journée. Et donc il fallait la possibilité d'échanges, de discussions, qui ne soient pas des discussions physiques face à face, puisque les coûts de telles réunions, les possibilités sont évidemment très limitées dans le temps, mais d'organiser, à l'instar de ce qui vient d'être présenté en RCP national, une structuration qui permette en fait ces consultations à distance, cette expertise partagée pour discuter de dossiers plus complexes. Donc c'est un grand objectif de l'Europe que développer cette CPMS, cette création en fait d'une plateforme qui va permettre de discuter les dossiers des patients entre différents experts. Et donc le but est d'avoir un regroupement pour une situation donnée, dans une maladie donnée, un patient donné, d'experts multidisciplinaires, puisque pour être HCP, comme on dit, Healthcare Provider, dans des ERN, il faut avoir une organisation multidisciplinaire et d'avoir dans le même temps la présence du dermato, de l'ophtalmologue, du neurologue, de la psychologue, au besoin, etc., etc. Multidisciplinaire, pluridisciplinaire, au sens médical et paramédical. Donc en fait, l'organisation, l'Europe a développé cette plateforme. C'est sa volonté, et donc a mis beaucoup d'argent pour développer cette plateforme, cette IT plateforme, et la mise à disposition de ces différents HCP, de ces différents centres, avec la possibilité donc de rentrer les données des patients. Donc comment ça se passe ? Eh bien, lorsqu'il y a la volonté de discuter un cas avec plusieurs experts de disciplines différentes, voire de pays différents, c'est la finalité, eh bien, il y a une demande qui est faite pour faire un panel de discussion. C'est tous les membres en fait, d'un ERN peuvent faire cette demande et organiser un panel. Lorsqu'il y a un avis qui doit être demandé à quelqu'un qui est jugé expert mais qui ne ferait pas partie de l'ERN, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, il y a une demande qui est faite auprès du coordinateur de l'ERN de cette possibilité d'extension pour s'assurer que ça respecte bien des données d'expertise quand même et que ça puisse être productif. Il y a donc la création de la fiche du patient, comme vous le voyez là. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette fiche du patient, elle semble nominative, mais elle est rapidement anonymisée. Bien sûr, la discussion se fera sur des dossiers anonymisés. Alors parfois, dans les maladies rares, anonymisées, quand les maladies sont très très rares, on sait qu'on reconnaît assez facilement un patient, mais en tous les cas, tout est fait pour le respect en fait, de cette anonymisation pour les patients. Donc en fait, il y a différentes fiches à remplir pour bien montrer quelle est la finalité de cette réunion à distance, cette consultation virtuelle à distance est organisée, quels autres experts seraient nécessaires, quelle est la question posée, quel est le médecin référent qui va faire cette demande. Tout est organisé pour avoir tous ces documents. Et puis il y a une fiche aussi appelée Timeline, qui est à partir du moment où on demande combien de temps ça va prendre d'avoir les différentes réunions, parfois il en faut plusieurs, réunions, visites virtuelles, pour arriver à la conclusion de l'expertise pour le patient donné. Et donc, il y a une fiche dans le même temps qui se fait un suivi de ce timeline pour voir un petit peu l'efficacité finalement en termes de rapidité de cette expertise et du rendu au patient.
Alors ça n'a pas été si simple que ça, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il fallait que ce qui se fait au niveau national soit accepté au niveau européen, c'est-à-dire respecter les législations de chaque pays européen. Et c'est toute la difficulté des ERN, toute leur complexité, c'est qu'elle est multipliée par un facteur que je ne saurais même pas nommer, des difficultés liées à des législations européennes complexes et très différentes les unes des autres. Pour exemple, pour pouvoir discuter un patient, il y a une fiche de consentement de ce patient qu'il doit signer. Le médecin référent lui dit, voilà, vous allez discuter, on lui explique. Il y a une fiche explicative et le patient signe cette fiche de consentement s'il accepte, anonymisé, que son cas soit discuté par différents pays européens. Et rien que ça a pris des mois et des mois au niveau européen pour avoir l'accord des différents pays sur la fiche d'information, sur ce qu'il fallait mettre, etc., etc. Ça a été très, très long. La deuxième chose, c'est la rentrée des données. La rentrée des données aussi, elle peut être longue, puisque vous avez vu qu'il y a plusieurs données. Tous les outils nécessaires à la meilleure évaluation, c'est-à-dire par exemple des photos cliniques, des photos histologiques, des vidéos, peuvent se charger en fait sur cette IT plateforme pour avoir cette discussion. Les prestataires, c'est l'IT plateforme pour avoir une conf call ou une vidéo call. On n'est pas obligé par Webex, on n'est pas obligé de prendre d'autres prestataires, donc ça ne coûte rien finalement à l'organisation puisque c'est fait au niveau de l'Europe. Mais c'est compliqué parce que là aussi, ça prend du temps, beaucoup de temps, d'organiser en fait un panel, c'est-à-dire d'en faire la demande, de remplir toutes les cases, de rassembler les documents, d'avoir un lien, un code qui va permettre d'avoir accès quand c'est très lourd, non pas un document qu'on a sur notre ordinateur et qu'on met en fait sur l'outil qui va l'enregistrer sur l'IT plateforme, mais aller le rechercher, par exemple une radiographie un petit peu complexe et lourde, aller la rechercher là sur un hôpital, dans un hôpital où on peut aller retrouver la console qui va permettre d'avoir accès à cette radiologie. Ça a été long et c'est compliqué. Donc en fait, la principale, cet outil est fantastique dans l'esprit et nettement moins utilisé régulièrement dans les faits par sa complexité, le temps qu'il prend et la durée nécessaire pour un médecin de rentrer ses données, de participer, de suivre le dossier. Alors, participer à la discussion, suivre le dossier, c'est ce qu'on fait tous les jours, donc on est prêt évidemment à ça. Passer un grand temps à remplir des données avec tout ce qu'on peut imaginer, ça fonctionne assez bien à vrai dire, mais tout ce qu'on peut imaginer de bugs, etc., qui prennent du temps, ça, on en a nettement moins le temps. Et là aussi, au niveau de l'Europe, ça a été des vraies discussions de savoir qui, en fait, pourrait rentrer ces données. Est-ce qu'une secrétaire médicale, autant qu'on ait suffisamment de secrétaires médicales dans nos services, en France notamment, on pourrait le faire ou pas? Est-ce que, alors les Allemands par exemple disaient non, c'est que les médecins, c'est la confidentialité, personne d'autre que le médecin. Bref, au niveau de l'Europe, des discussions multipliées par le nombre de pays impliqués, extrêmement complexes. Ça a pris beaucoup de temps. On a des réunions régulières à Bruxelles, tous les coordonnateurs des ERN, pour discuter de cela, après avec l'Europe, et ça a pris beaucoup de temps. L'outil est là. Il est perfectible, notamment il doit s'adapter pour chaque spécialité. Les documents qu'auront besoin de mettre sur cette plateforme des chirurgiens, des dermatologues, des ophtalmologues ne seront pas les mêmes. Donc chacun a travaillé sur la spécificité des outils qu'il devrait utiliser régulièrement pour adapter en fait cette IT plateforme. L'outil est là, mais les limites d'utilisation, c'est utilisé. Voilà, on revient un petit peu à ce qui a été montré tout à l'heure au niveau français, les possibilités de construire l'arbre lorsqu'on est dans une maladie génétique au fur et à mesure de la discussion, quand parfois des éléments nouveaux, c'est parfois des patients qui ont bougé d'un endroit à l'autre, on peut être plus performant pour aller au plus loin. Et donc, outil, très bel outil, possibilité extraordinaire de pouvoir partager ces discussions entre différents pays à distance. Le principal, donc, c'est utilisé. On va juger l'efficacité d'un réseau ERN sur le nombre de panels faits. Et ça, c'est déjà un petit peu contraignant quand on commence à juger de notre activité sur une performance qui est une performance qui implique du temps et du personnel qu'on n'a pas. Et donc, la grande difficulté est le temps et le personnel nécessaire pour que ça devienne fluide, c'est-à-dire à la fois, une personne qui peut avoir la responsabilité du réseau lui-même chaque fois qu'il y a une difficulté technique. On n'est pas technicien, on est consommateur, mais on n'est pas en tous les cas moi, mais beaucoup de mes collègues aussi, n'ont pas la capacité de pouvoir résoudre un problème informatique ou logistique dans des outils aussi compliqués, qui plus est en lien avec l'Europe régulièrement.
Donc, il a besoin d'avoir quelqu'un qui gère ça au niveau du réseau et dans chaque HCP, c'est-à-dire au niveau de chaque centre de référence, probablement quelqu'un qui soit là aussi pour soutenir l'équipe médicale, pour rentrer les données et suivre. Alors, en France, on a eu la possibilité, et je remercie beaucoup la DGOS sur ça, la possibilité de pouvoir avoir une sorte de nouveau métier qui ne soit pas une infirmière médicale, mais un ARC ou un chef de projet, ou peu importe le terme, qui soit agréé au niveau de chaque établissement pour avoir la possibilité, travaillant avec un médecin, de rentrer ces données sans être le médecin lui-même. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Dernier échange avec Monsieur Espinosa. Merci encore. Donc, que vous inspirent ces différents exemples? Et vous qui êtes confrontés de façon peut-être plus large, enfin au-delà en tout cas des maladies rares dans le cadre de la Société française de santé numérique, en fait, que vous inspirent ces différents exemples? Écoutez, je trouve les exemples présentés tout à fait positifs. J'étais venu en 2017 invité par Ségolène Aimé pour faire une présentation sur la télémédecine. Je trouve qu'en 2 ans, il s'est passé des choses d'ailleurs. J'ai beaucoup apprécié le propos de M. Achula et les 3 interventions qui ont apporté, des messages sur les expériences réalisées. Donc je pense que les outils numériques, c'est votre avenir. Ils sont incontournables. Vous êtes isolés chacun dans des territoires. Donc je vais vous passer un certain nombre de messages. Premièrement, la Société française de télémédecine s'est dissoute, ou plutôt elle s'est transformée en Société française de santé digitale. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas simplement la télémédecine, c'est la téléconsultation, c'est la téléexpertise, la téléassistance, la télésurveillance. Mais maintenant, il y a le télésoin. Vous ne savez pas ce que c'est ? Mais vous devriez le savoir. Et vous devriez d'autant plus le savoir que l'assurance maladie a sorti une tarification pour les téléconsultations et les téléexpertises. Et ça devrait vous intéresser. Rentrer dans une tarification probablement un peu sous-estimée. On s'y attendait. Mais ça faisait 10 ans qu'on l'attendait. Donc on est plutôt content. Donc quand le télésoin, c'est-à-dire l'usage d'outils numériques réalisés par des professionnels de santé non médicaux, ça pourra dire à l'infirmière, ça pourra dire effectivement le kiné, ça pourra dire d'autres professionnels de santé, c'est très important, parce que ça devrait aider à structurer vos nouvelles organisations. Il faut savoir que c'est un véritable chamboulement. Ce qu'a fait M. Achula sur les RCP, mais c'est formidable, c'est un décloisonnement au niveau français. Ça veut dire que des gens qui sont à 1000 km ou à 500 ou à 3000 km ont eu accès à une compétence. Ça veut dire qu'ils ont eu accès à une compétence, ils ont eu accès à un savoir. Ça veut donc dire que c'est un accès aux soins pour les patients dont ils s'occupent. Ça, c'est un point très important. Alors, la télémédecine, la Société française de télémédecine s'est dissoute. Pourquoi ? Elle a créé la Société française de santé digitale avec 4 secteurs d'activité. Télémédecine, classique, télésoins, intelligence artificielle. Ah, mais oui, ça va vous pendre au nez. Et heureusement que ça va vous pendre au nez, parce que je suis sûr qu'à partir d'un moment, ça va aider. Alors, pour l'instant, c'est vécu comme une nébuleuse. Mais le 4e vecteur, vous avez déjà en partie l'usage du DMP, l'usage du dossier médical. Vous avez un dossier rare. Ce sont les objets connectés. Les industriels vont se lancer dans des objets connectés. Certains vont répondre à vos besoins. Et demain, il y a des malades qui vont vous demander d'utiliser les objets connectés. Donc, je pense que nous sommes à l'aube de cette santé digitale. Alors, je vais donner quelques éléments, quelques messages clés. Tout d'abord, il y a une tarification de l'assurance maladie qui est en train d'émerger. Donc, engouffrez-vous dans cette tarification. Ça me paraît très important parce que c'est prendre position. Et c'est être reconnu par l'assurance maladie. Donc, il faut le faire.
Il y a des centres experts, il y a des centres de compétences, il y a des centres... Ben, il faut, là où c'est possible, là où c'est demandé, et puis comme toujours, sur chaque projet, il faut démarrer petit. Si vous commencez petit sur des téléconsultations ou des téléexpertises, vous allez prendre le temps de mettre de la confiance dans votre pratique. De quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin que la confiance que vous avez dans votre relation en face à face avec votre patient, elle franchisse les écrans. Ça veut dire que la confiance est acquise lors d'une téléconsultation ou d'une téléexpertise. C'est la confiance entre qui? C'est la confiance entre celui qui sait, qui a la connaissance, et celui qui ne sait pas, pour des raisons diverses, parce qu'il est généraliste ou parce qu'il est dans un service spécialisé sans être expert. Et cette confiance entre les deux, elle est absolument essentielle pour que la confiance entre le malade et le consultant qu'il suit existe aussi. Pour que les malades et les associations de malades aient confiance. Donc je crois que c'est très très important. Et en démarrant petit, on va doucement et on arrive à s'approprier les outils. Je suis sûr que M. Achoula, il a dû galérer sur les firewalls, sur plein de choses diverses et variées, sur l'interface homme-machine, sur l'accès au PAX, sur les... J'ai galéré à Pompidou pendant 10 ans. Puis j'ai galéré en Bretagne aussi, en territoire désertifié, dans des petites EHPAD, des tout petits villages. Il y avait du réseau, et à Saint-Brieuc, il n'y en avait pas. Donc c'est la réalité qui compte. Et quand la réalité est là, elle permet de franchir le pas, c'est-à-dire s'approprier les outils. J'ai participé à un atelier de co-design avec Anne-Sophie Ribaren, atelier de co-construction. Et ça, c'est très important. La co-construction, c'est la formation, c'est l'accompagnement par des experts. Là, pour moi, il y avait un dossier de télémédecine et 4 autres dossiers qui concernaient les maladies rares. Donc, la co-construction, la formation, l'accompagnement métier, c'est un élément vraiment très, très important. Pourquoi ça ne se développe pas aussi vite? Mais parce qu'on n'a pas les moyens à la hauteur. Au niveau national, on devrait être capable de faire un atelier de co-construction par mois pendant l'année. Et 10 ateliers de co-construction. La formation n'est pas à la hauteur. Quand j'ai fait sur Pompidou environ quasiment 2000 actes de télémédecine dans 25 spécialités, j'ai accompagné moi-même ou avec mon assistante de télémédecine, une aide-soignante très douée sur le plan informatique et de communication, elle savait communiquer. J'ai accompagné tous les spécialistes. On a eu une quinzaine d'orthopédistes. On a eu 3 neurologues. Il y en avait un qui était complètement rigidifié devant l'écran. 1 minute de silence dans une téléconsultation devant l'écran, c'est très long. Et pourtant, il a réussi à s'adapter. Donc cette adaptation, elle est absolument essentielle. Et la co-construction, c'est précisément d'apporter la compétence pour que, effectivement, il n'y a plus que 2 minutes, je suis d'accord avec vous. C'est de la co-construction pour que, effectivement, les bons messages passent. Quand on ne sait pas, on a besoin de s'appuyer sur d'autres qui savent. Et parfois, le mal français, c'est de ne pas vouloir, c'est de vouloir inventer soi-même la roue. Il y en a bien qui sont dans des tours de Babel. Mais la co-construction, c'est ça, c'est de partager pour pouvoir construire. Alors, je vais dire quelques mots, quelques gros mots. Interopérabilité. Je suis en colère de voir que sur les départements informatiques, il faut vraiment faire une guerre pour obtenir qu'il y ait des solutions efficaces qui fonctionnent. Et l'interopérabilité, ça fait des années qu'on dit il faut que ça soit interopérable. Et on nous dit en attendant, faites des doubles saisies. Il y en a marre. Il faut les financer. La e-prescription, ça fait des années qu'on l'attend. Où est-elle? Moi, à ma banque, je fais tout par e-prescription. Non, pas e-prescription. Je fais tout sur Internet. La e-prescription, elle devrait être là.
Et ça donnerait effectivement de la confiance sur des outils qui fonctionnent. Alors, vous me direz, on est pris par le temps. Oui, c'est vrai, le temps. Oui, mais quand on arrive à mettre du numérique, on gagne vachement de temps. À une condition essentielle, c'est qu'il y ait la sécurité, la confidentialité, qu'on ne soit pas devant les tribunaux. Parce qu'effectivement, des problèmes de sécurité et de confidentialité, à partir du moment où ils arrivent dans les médias, ils nous éclaboussent tous. Donc il faut faire vachement gaffe à ça. Sécurité, confidentialité. Mais pour terminer, le bon mot, c'est quand même la confiance. Donc ayons confiance dans la santé digitale, faites des ateliers de co-construction, de co-design sur des projets, et il faudrait que les ministères les financent, il faudrait qu'il y ait des financements qui arrivent, non pas après 10 000 quêtes. On a besoin que ça arrive maintenant. Et moi, ce qui m'énerverait le plus, c'est que l'assurance maladie dise dans 3 ans, on a ouvert la tarification des actes de télémédecine, mais les médecins n'en font pas. Eh bien oui, c'est parce que ce n'est pas accompagné. Il ne suffit pas de mettre la tarification des actes, il faut aussi accompagner à la hauteur par les crédits de formation, d'accompagnement, d'appropriation métier. On a besoin d'un vrai programme de formation. Et je suis très heureux de voir qu'Éric Achoula a utilisé un outil CISRA de la région. Enfin, on décloisonne les régions. Parce que ça m'a tellement énervé de voir que chaque région faisait sa plateforme, alors qu'on devrait avoir au moins une plateforme nationale qui puisse être utilisable partout. Merci. Merci à vous. Merci Pierre. Bon. Est-ce qu'on a du temps pour des questions? Non, on n'a absolument pas de temps pour les questions. Je m'étais pourtant promis qu'on terminerait à 18h45. Très bien. Merci à tous, en tout cas. C'est dommage, j'avais un droit de réponse à propos des Bretons, les Bretons que je suis. Si vous voulez qu'on commence dans le... On est offusqué. Si vous voulez qu'on commence dans le régionalisme, je vais parler de la Bourgogne. Alors, écoutez, merci encore pour cette table ronde, c'était passionnant. Des exemples tout à fait intéressants.